Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de deux femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de Irma Levasseur et Elisabeth Blackwell. Mais tout d'abord, Joanie Bouchard a reçu en entrevue Hélène Vézina, professeure au département des sciences humaines et sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi et directrice du projet Balzac. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter un peu de votre parcours scientifique. Ça me fait très plaisir. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire un petit peu votre parcours académique? Ça fait longtemps, mais je peux quand même le retracer. Alors, j'ai commencé par faire un baccalauréat en anthropologie et je l'avais commencé à l'Université Laval. Mais il faut que je vous dise, parce que ça va revenir, ça a joué un peu sur mon parcours, que j'ai toujours eu une passion pour les voyages. Puis en fait, j'ai étudié aussi en anthropologie, j'aimais découvrir les modes de vie des autres populations, etc. Alors, j'avais commencé mon bac en anthropologie, j'ai interrompu pour partir en voyage. Puis quand je suis revenue, je me suis dit qu'il fallait vraiment, moi j'ai grandi à Québec, que j'apprenne à mieux parler anglais. Alors je suis allée compléter mon baccalauréat à Vancouver, à l'Université de la Colombie-Britannique. Alors ça a été mon premier cycle d'études. Après ça, j'avais encore la piqûre des voyages. Alors pendant plusieurs années, j'ai alterné entre des emplois liés au domaine du voyage et les voyages. Mais quand même, j'avais toujours en tête de retourner aux études. J'avais le goût de poursuivre. Alors j'ai repris quelques années plus tard pour entreprendre une maîtrise en démographie à l'Université de Montréal. Et peut-être parce que j'avais arrêté pendant quelques années, j'étais très, très motivée quand je suis retournée. Et donc, on m'a proposé de faire un passage direct au doctorat, parce qu'à l'origine, je pensais probablement arrêter après la maîtrise. Et donc, j'ai réfléchi à ça, j'ai accepté. Ça m'a amené à m'inscrire au doctorat. Et en parallèle, il faut dire aussi que ça a joué dans ma décision. Puis je vous dis ça parce que vous allez voir que l'aboutissement, c'est que je suis venue ici à l'UQAC. Mais en parallèle, j'ai rencontré un chercheur du domaine de la santé qui travaillait sur la maladie d'Alzheimer et qui cherchait un étudiant en anthropologie ou en démographie pour analyser des généalogies qu'il reconstruisait de patients atteints d'Alzheimer pour essayer de voir, c'est quand même il y a un certain nombre d'années, pour essayer de mieux comprendre les facteurs génétiques, le rôle des facteurs génétiques dans la maladie. Et le terrain d'étude était ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous dis tout de suite, pas du tout parce qu'il y a plus d'Alzheimer au Saguenay, mais c'était parce qu'il existait un fichier de population qui s'appelle le fichier Balzac et qui permettait de reconstruire les généalogies. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la maladie d'Alzheimer et j'ai commencé à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici à l'UQAC, pour faire certains de mes travaux. Et pendant que je complétais mon doctorat, il y a un poste qui est ouvert au département des sciences humaines et beaucoup axé sur le fait de poursuivre des travaux de recherche à l'aide du fichier de population Balzac. Alors, j'ai posé ma candidature et c'est ce qui m'a amenée ici à l'Université du Québec à Chicoutimi. Très intéressant. D'ailleurs, le fichier Balzac, pouvez-vous nous en parler davantage? Je sais que c'est quand même très utile pour les généalogies. Alors, le projet Balzac, d'abord, ça aura 50 ans en 2021, donc c'est une infrastructure de recherche. Comme je dis toujours, le fichier Balzac, le principe de base est assez simple, mais la possibilité des recherches
qui peuvent en découler est extrêmement étendu et même complexe. Mais à la base, le fichier de population Balzac, donc, qui a été initié par Gérard Bouchard, qui a été longtemps professeur ici à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est sociologue, donc historien. Au point de départ, il avait initié la construction de ce fichier de population-là pour faire des travaux en histoire sociale. Et quand je dis que c'est simple, c'est qu'en fait, le fichier de population repose sur le dépouillement des actes de l'état civil, donc les actes de naissance, de mariage, de décès, dépouillement, informatisation, et surtout la clé, c'est la mise en relation ou la connexion, ou ce que nous on appelle le jumelage de tous ces actes ensemble, et ça permet de reconstituer les familles. Et à partir des familles, on peut faire les généalogies, puis éventuellement, on peut reconstruire la généalogie de toute une population. Alors, c'est ce qui a été fait pendant une quinzaine d'années. Les 15 premières années du fichier ont été consacrées à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et par la suite, depuis ce temps-là, les travaux se continuent et se sont étendus à l'ensemble du Québec. Une fois qu'on a reconstitué l'arbre généalogique de la population, je pense qu'une autre grande caractéristique de Balzac, c'est que depuis presque les tout débuts, le fichier est utilisé à la fois, comme je le disais, pour la recherche en histoire sociale, démographie historique, donc l'étude sociale des populations, mais aussi pour un tas de projets de recherche qui touchent à la génétique des populations, épidémiologie génétique, étude des maladies héréditaire. Et je suis vraiment toujours demeurée très, très proche de Balzac, puisque Gérard Bouchard a dirigé Balzac pendant presque 40 ans, mais en 2010, j'ai pris la relève pour poursuivre la gestion et le développement du fichier. Vous êtes directrice de Balzac présentement? Donc je suis directrice de Balzac, oui. Tantôt, vous nous avez parlé un petit peu de votre parcours académique. Qu'est-ce qui vous a fait toucher la passion, en fait, dire j'aime la généalogie, je veux m'en aller dans l'anthropologie, je veux découvrir un peu les populations? Quand on est au secondaire, c'est là où on commence à avoir des cours plus diversifiés. Souvent, c'est là où on commence à se rendre compte un peu de est-ce qu'on est plus quelqu'un vers les sciences humaines, vers les arts, etc. Et moi, je me souviens que ma matière préférée, c'était l'histoire. Puis après ça, je suis arrivée au cégep, comme à peu près tout le monde ici au Québec. Et je sais que parfois, il y a des gens qui se demandent à quel point c'est pertinent de conserver un cycle d'études qui est de 2 ans, là. Puis il y a d'autres arguments derrière ça. Mais moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cégep, on découvre aussi des nouvelles matières. Et moi, je faisais un cégep en sciences humaines et j'ai découvert l'anthropologie. Donc, ça, j'ai vraiment eu un coup de foudre et c'est ça qui m'a amenée à entrer à l'université en anthropologie. Mais j'ai toujours continué à aimer l'histoire et c'est pour ça que quand j'ai commencé ma maîtrise en démographie, mon but, ça vous étonnera peut-être pas à cause de ce que je vous ai dit tantôt, c'est de faire une maîtrise, puis de travailler plutôt du côté population et développement, donc aller travailler dans des pays en Afrique ou pour contribuer en étant démographe au développement de ces pays-là. Et là, par hasard, j'ai fait la rencontre de la personne dont je vous parle qui travaillait sur la maladie d'Alzheimer. Et la façon dont il m'a présenté le sujet qui serait mon sujet de doctorat, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, je vais faire de l'histoire. Généalogie, honnêtement, je n'avais pas un intérêt particulier, mais pour moi, ça s'inscrivait dans le champ plus grand de l'histoire. Je vais toucher la génétique. Puis la génétique, ça m'intéressait depuis longtemps. J'en avais fait un peu, puis et je reste en démographie, que j'aimais beaucoup aussi. Donc, je me suis dit, bingo, je pense que j'ai un sujet pour moi, puis ça ne s'est pas démenti. Irma Levasseur est une femme qui a consacré sa vie à l'émancipation des femmes dans le domaine médical. Elle est devenue la première femme médecin au Québec et a également été très impliquée dans différentes inégalités et mortalité infantile. Irma Levasseur est née le 20 janvier 1877 dans le quartier de Saint-Roch à Québec. Elle fait partie d'une fratrie de 4 enfants. 2 de ses frères sont décédés en bas âge dans un contexte familial très difficile. Son père, qui voulait être médecin, a dû arrêter ses études par manque de moyens financiers pour devenir journaliste. Sa mère était cantatrice. Ses parents se séparèrent quand elle avait 10 ans. Sa mère quitte alors le Québec pour tenter sa carrière aux États-Unis. Elle débuta une scolarité des plus régulières pour une jeune fille de son époque au collège Jésus-Marie Sillery et étudia à l'École normale de Laval. Par la suite,
elle décida d'orienter ses études vers la médecine. Mais elle se voit refuser l'accès à toutes les universités du Québec qui n'acceptaient pas les femmes à cette époque. À l'âge de 17 ans, elle décide donc de partir pour les États-Unis à l'Université de Saint-Paul du Minnesota. Elle y étudia pendant 6 ans la médecine, jusqu'à l'obtention de son doctorat. Pendant les 3 années qui suivirent sa diplomation, elle exerça son métier à New York en attendant la reconnaissance de son diplôme pour retourner au Québec. Et c'est ainsi que le 25 avril 1903, Irma Levasseur fut la première femme diplômée en médecine au Québec. À son retour, elle est attristée de voir le manque de conditions et de moyens mis en place pour les enfants malades. Elle part faire un séjour en Europe pour approfondir ses connaissances sur les maladies infantiles. De retour au Québec quelques années plus tard, elle fonde en 1907, avec l'aide de plusieurs médecins, l'hôpital Sainte-Justine, qui compte un département dédié spécifiquement à la pédiatrie. En 1915, elle répond à l'appel lancé auprès des médecins volontaires canadiens pour apporter son soutien durant la Première Guerre mondiale. Elle alla en Serbie pour soigner les victimes d'une épidémie de typhus. Durant les années suivantes, elle fut médecin militaire pour la France et travailla avec la Croix-Rouge à New York. Avec acharnement et en investissant toutes ses économies, elle fonde en 1922 un nouvel hôpital, l'Enfant Jésus. Puis, en 1927, elle décide d'ouvrir une clinique spécialisée pour les enfants handicapés au faubourg de Saint-Jean-Baptiste et, 3 ans plus tard, une école pour les infirmes qui deviendra l'école Cardinal Villeneuve. Après de longues années de combat pour faire évoluer les mentalités et se dévouer corps et âme dans ses projets, elle termine sa vie de façon isolée avec une hygiène de vie des plus précaires. Après un court séjour en hôpital psychiatrique en 1957, Irma Levasseur est décédée en janvier 1964 à l'âge de 87 ans. Ses funérailles se sont déroulées dans le silence et sans l'éloge de ses pairs. Ce n'est que tout récemment que l'on a reconnu son apport pour la santé et la survie des enfants du Québec. Son grand dévouement et sa persévérance a apporté beaucoup dans le domaine de la santé au Québec. Vous êtes présentement professeur à l'UQAC. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer une carrière académique? Je pense qu'il y a 25 ans, la question se posait moins que maintenant quand on faisait un doctorat. Cela dit, c'est vrai que quand je finissais mon doctorat puis qu'il y a un poste qui est ouvert ici, honnêtement, j'avais jamais pensé que je viendrais vivre au Saguenay, mais j'ai vu qu'il y avait un poste ouvert. Je me suis dit, pourquoi pas aller vivre dans cette région-là? Ce à quoi je veux en venir, c'est que je pense qu'en faisant mon doctorat, j'étais pas mal certaine que j'allais chercher à avoir un poste académique, mais il fallait être prêt quand même à bouger. Les femmes de ma génération, quand on discute avec des femmes plus jeunes, on sait que la donne a changé beaucoup de ce côté-là, puis qu'il faut, ça s'aborde un peu différemment. Avez-vous rencontré des difficultés en tant que chercheuse de genre féminin? Non, mais oui. Dans le sens où, non, j'ai rien de incroyable à vous dire, ça s'est passé, puis ça devrait vraiment pas être comme ça. Mais il faut être naïf pour penser que c'est exactement la même chose pour les hommes que pour les femmes. Puis d'une certaine façon, plus les choses s'améliorent, plus ça peut être un peu insidieux de démontrer, mais on le sait, puis on le sent quand on arrive dans certains milieux. Évidemment, une chose qui n'est pas très originale, mais qui est quand même présente, c'est le fait de concilier travail-famille. Moi, comme j'avais attendu un peu pour retourner aux études, bien, j'ai eu mes 2 enfants pendant mon doctorat. Puis je me souviens que spontanément, au moment où j'ai soutenu ma thèse, quelqu'un m'avait dit « Est-ce que quelque chose que, si vous pouviez revenir en arrière, est-ce que quelque chose que vous feriez différemment? » J'avais répondu « Je ferais mes enfants avant ou après. » Mais en y repensant, je pense que c'est pas si vrai, mais je me rappelle que ça m'était... tu sais, faire le doctorat, les premières années comme professeur avec des jeunes enfants, il faut avoir beaucoup d'énergie et apprendre à vivre en étant fatigué. Pensez-vous justement que les hommes ont un avantage dans le milieu de la recherche? De plus en plus, dans les familles, dans les couples, les 2 travaillent. Parfois, un des 2 choisit et peut arrêter. On en voit des hommes dont la conjointe est à la maison pendant un certain temps et le contraire est beaucoup plus rare. C'est pour ça que je dis, je crie pas à « Ah, moi, ça n'a pas de bon sens », mais c'est ça la vérité quand même. Là. Il y a beaucoup plus de femmes jeunes qui portent ça que d'hommes. Mais il y a des hommes aussi. Si vous êtes présentement à l'UQAC, en région, puis vous arrivez de Montréal, y a-t-il des différences des recherches en grande ville ou en campagne? La réponse est oui. Oui. C'est beaucoup transformé en 25 ans. Je pense même qu'on peut dire que ça s'est amélioré à plein d'égards. Pour certaines personnes à Montréal ou au Québec, il demeure encore que la recherche qui se fait en région, c'est de seconde catégorie.
Mais regarde, je caricature un peu, mais on pourrait dire qu'il y a 25 ans, il y a des gens qui pensaient qu'il n'y en avait pas ou qu'il ne devrait pas y en avoir de recherche. Disons que maintenant, ça fait consensus qu'il y en a, mais je pense que de plus en plus, on voit les nouveaux professeurs, les nouveaux chercheurs, la recherche se développe, les centres, même ici à l'UQAC, ça s'est beaucoup développé depuis 25 ans. Donc, c'est, je pense, en train de disparaître. Moi, je pense toujours, à la vie très personnelle, que l'UQ pourrait prendre encore plus de place pour valoriser tous les établissements reliés à l'UQ, parce que je pense que c'est une extraordinaire structure universitaire. C'est que c'est sûr qu'on est toujours un petit peu désavantagé. On ne pouvait pas partir à toutes les semaines aller assister à des réunions ou des rencontres ou des conférences à Montréal. Là, je pense que ça va être plus facilité. La masse critique, elle est à Montréal. Ça, c'est un terme qui est cher à ma collègue Catherine Laprise. Sinon, on n'a pas la masse critique pour... Alors, il faut être inventif, créatif, mais c'est à la fois un inconvénient et un avantage, ça, je pense. Puis du côté des avantages, bien, je pense que justement, on est amené à côtoyer peut-être plus aisément des gens de différents horizons, de différentes disciplines. Puis moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup, beaucoup. On a une idée forgée que les chercheurs, ça recherche tout seul. Est-ce que vous travaillez beaucoup en collaboration avec d'autres chercheurs? La plupart ont des laboratoires, des équipes. Pour moi, la recherche en santé, ça ne peut pas se faire seul. Ce qui n'était pas nécessairement vrai jusqu'à récemment en sciences humaines, où là, oui, on avait l'idée du chercheur dans son coin qui écrivait des briques de 700-800 pages. Mais il y a sûrement encore de ça, puis il y en aura encore, puis c'est très bien. Là. Mais de plus en plus, vous le savez, c'est quoi les mots qu'on entend autour de recherche? C'est interdisciplinaire, intersectoriel, la complexité des problèmes, la complexité des méthodes à utiliser pour analyser le big data, les grands ensembles de données sur lesquels on travaille. Alors, tout ça, pour moi, ça pointe vers de la recherche en équipe. Et effectivement, moi, dans mon parcours, bien, comme je vous ai dit, dès le début de mon doctorat, je me suis intégrée à une équipe, puis c'est une chose qui me plaisait beaucoup. Puis toujours à Balzac, bien sûr qu'on passe beaucoup de temps seul dans son bureau à faire toutes sortes de choses, mais on se retrouve en équipe pour mener à terme les projets. Oui, donc moi, je suis totalement vendue à l'idée de la recherche en équipe, mais chacun fait une contribution individuelle dans ça, bien sûr. Elizabeth Blackwell est une femme persévérante et téméraire qui s'est battue toute sa vie pour que les femmes aient leur place en médecine. Elle est parvenue à devenir la première femme médecin aux États-Unis et la première femme membre de l'Ordre des médecins de Grande-Bretagne. Née en 1821, elle est la troisième d'une famille de 9 enfants. Ils vivent leur enfance à Bristol, près de Portland Square, en Angleterre, et leur adolescence aux États-Unis. Son père, Samuel Blackwell, était un raffineur de sucre. Les 9 enfants furent scolarisés à la maison, dans la religion et la rigueur. Suite à la mort de leur père, en 1938, les sœurs Blackwell, dont Elizabeth, âgée alors de 17 ans, forment une école, la Cincinnati English and French Academy for Young Ladies. Cet établissement, qui servait à la fois d'école et de pensionnat pour les jeunes filles, a dû fermer 4 ans plus tard. Elizabeth continue malgré tout à enseigner aux jeunes filles en privé avant de recevoir une offre d'emploi pour enseigner au Kentucky quelques temps plus tard. En 1843, Blackwell rend visite à une amie en phase terminale. Cette dernière déclare qu'elle aurait moins souffert si elle s'était fait soigner par une femme médecin. À cette époque, les femmes médecins n'étaient guère présentes. Afin d'être acceptée dans une école de médecine, elle contacta plusieurs médecins pour se faire embaucher comme apprentie. Elle rencontre finalement John Dixon, un pédiatre de Asheville. Il réussit à lui trouver un poste d'enseignante qui lui permit de payer ses études. Dans ses temps libres, elle étudie les livres médicaux du médecin. C'est en 1847 qu'elle tente d'entrer en faculté de médecine et qu'elle doit faire face au refus de 29 écoles. Elle fut finalement acceptée au Geneva Medical College à Genève, New York, où elle obtient son diplôme en 1849. Cependant, comme aucun hôpital ne voulait de femmes médecins à cette époque, elle partit à Paris pour étudier et pratiquer davantage la médecine. Un jour, en soignant un patient qui avait une infection oculaire, elle fut contaminée et perdit l'usage d'un œil. Cela l'empêcha de devenir chirurgienne comme elle l'aurait souhaité. En 1857, elle et 2 autres femmes médecins décident d'ouvrir leur propre hôpital, le Infirmary for Indigent Women and Children, à New York. L'hôpital était dirigé entièrement par des femmes et donnait une opportunité aux jeunes femmes médecins de trouver un emploi. Lors de la guerre civile aux États-Unis, Blackwell aida à former des infirmières de la National Sanitary Aid Association.
C'est à cette époque qu'elle cofonda le Women's Medical College pour la formation des infirmières. Elle a également travaillé sur les maladies transmissibles sexuellement. À une époque où les médecins croyaient que seules les femmes étaient en mesure de les transmettre, ses travaux ont permis de mieux comprendre et contrôler ces infections. Blackwell enseigna également la gynécologie aux jeunes femmes. Elle publie aussi un guide d'éducation sexuelle et une autobiographie en 1895. Elle a dû cesser de pratiquer la médecine en 1870 quand elle tomba malade, mais continua malgré tout à enseigner et à lutter pour la place des femmes en médecine. Elle décède à l'âge de 89 ans, à son domicile, suite à un accident vasculaire cérébral. On se souviendra de l'acharnement et de la persévérance d'Élisabeth pour que les femmes aient leur place en médecine. Selon vous, quelle est la plus grande réussite, votre plus grande fierté en carrière? Bien, c'est sûr que je ne sais pas combien d'années il me reste, mais c'est indéniable que Balzac aura été au cœur de ma vie professionnelle. J'ai aimé les cours que j'ai donnés, j'ai aimé côtoyer les étudiants, je continue à aimer ça. Je suis fière d'un certain nombre de projets de recherche que j'ai faits, mais je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir accompli ce que j'ai accompli depuis 10 ans à Balzac. Et c'est très demandant. Ça avait répondu un peu à ma prochaine question. Si vous aviez quelque chose que vous aimeriez changer dans votre parcours, ce serait quoi? Je pense me faire confiance puis m'affirmer plus vite. Ça m'a pris du temps dans dire, regarde, toi aussi, là, tu peux... Puis je pense que ça, encore une fois, il ne faut jamais généraliser, mais ça relève plus d'un principe féminin, on va dire, que d'un principe masculin. Mais oui, si vous me disiez, qu'est-ce que tu conseilles, et je le fais d'ailleurs à ma grande fille, fais-toi confiance. Oui, il faut être humble, il faut être à l'écoute, mais affirme-toi aussi. Je pense que ça, on hésite peut-être un peu trop. Comment vous envisagez l'avenir de Balzac? Parce que là, je sais que ça prend encore plus d'ampleur ces temps-ci. Puis il y a un nouveau projet également qui s'appelle e-Balzac qui est en... Oui, bien, écoutez, c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, c'est ça qui était très excitant, si je peux dire, pour moi, de devenir directrice il y a 10 ans, parce que ça faisait une quinzaine d'années que j'étais là. Puis je faisais mes propres projets, mais je voyais aussi le fichier, puis j'avais des idées peut-être plus globales pour le devenir du fichier. Donc, il y a certaines d'entre elles que j'ai essayé de mettre en application dans les dernières années. Puis moi, quand je suis devenue directrice, je disais que mon mot d'ordre, c'était l'ouverture à différents niveaux. Et notamment, je pensais que le temps était venu de développer des portails d'accès aux données. Alors, que les chercheurs n'aient pas toujours à faire une demande d'accès et à partir de là qu'on analyse leur demande pour un projet spécifique. Évidemment, on parle des données qui peuvent être diffusées par le biais d'un portail, soit encore une fois parce qu'elles sont plus anciennes ou parce qu'on ne divulgue pas d'informations qui permettraient d'identifier les gens. Mais donc, ça a été de développer des portails. On a eu un premier projet, bon, vous le savez, vous êtes en recherche aussi, on fonctionne beaucoup à coût de subventions. Alors, on a eu une première subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation il y a presque 10 ans maintenant pour développer un portail qui s'appelle l'Infrastructure intégrée des microdonnées historiques du Québec. Alors, c'est un portail, ça s'adresse toujours à toute la communauté scientifique, mais je vous dirais qu'il était peut-être plus orienté vers les chercheurs qui font de l'histoire des sciences humaines. Et on a combiné dans ce portail-là des données d'état civil, donc de Balzac, d'un autre fichier de population qui existe à l'Université de Montréal, qui porte plutôt, lui, sur le régime français, donc qui est le fichier de population du programme de recherche en démographie historique, et des données de recensement historique, qui est l'autre grande source de données pour faire des études de démographie ou des études sur les populations plus anciennes. Ensuite, on a élaboré après avoir complété la construction du portail, on a élaboré un autre projet qui est donc e-Balzac. Je ne sais pas si ce sera le nom définitif, mais c'est comme ça qu'on l'a nommé, en tout cas pour faire la demande de subvention. Alors cette fois-ci, encore une fois, on développe des choses qui vont s'adresser à toute la communauté, mais il est beaucoup ciblé, ce projet-là, sur les chercheurs en génétique, en sciences biomédicales, parce que pour la première fois, sur un portail, on va rendre disponibles des données démographiques ou généalogiques et des données génétiques qui vont être
mises en relation entre elles et qui vont être disponibles pour la communauté. Et dans le cadre de ce projet-là, on a aussi tout un volet géographique. On sait qu'en ce moment, dans plusieurs disciplines, il y a ce qu'on appelle un tournant spatial là, qui est très important. Depuis plusieurs années, la possibilité de construire des systèmes d'information géographique, ça ouvre des possibilités en recherche, encore une fois, tant du côté de... Bon, en fait, plein de disciplines, pas juste les sciences humaines. Donc, on développe aussi un SIG, un système d'information géographique historique, à partir des données là, qu'on met en relation, les données génétiques et les données démographiques. Et on pense donc que c'est toujours l'objectif d'entendre quels sont les besoins des chercheurs pour pouvoir poursuivre leur projet, ce qui est rendu de plus possible par les nouvelles technologies informatiques et autres. Donc, on en est là de ce côté-là. Et si vous permettez, j'ajouterais un troisième volet pour le futur de Balzac, qui est celui de ce qu'on peut appeler la science participative ou la science citoyenne. Ça, on y réfléchit aussi depuis quelques années. Et on a un projet en ce moment avec d'autres chercheurs de développer ce qu'on appelle une cohorte participative de la population du Québec. Alors, il y a des liens à faire avec Balzac, puis je vous explique. C'est comme je vous ai dit, il y a vraiment un intérêt en recherche à mettre en relation des données génétiques, des données généalogiques. Et vous savez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'appelle la généalogie génétique, qui est très populaire auprès de certaines personnes en ce moment. Vous avez peut-être vu à la télévision les annonces de Ancestry. Il y a un certain nombre de compagnies comme ça qui offrent la possibilité aux gens d'envoyer un échantillon, en général de salive, et d'obtenir à partir de là des informations sur leur génome. Je ne veux pas parler de l'aspect santé, mais là, je parle spécifiquement de l'aspect de leurs origines ancestrales, hein, d'où sont venus vos ancêtres, quels sont vos liens de parenté avec d'autres individus dans leur grande base de données qu'ils sont en train de constituer. Alors, on a eu l'idée d'offrir aux personnes du Québec qui ont décidé de passer ces tests-là et donc qui disposent d'informations sur leur génome. C'est un projet qui va se déployer là, dans les prochains mois, leur offrir la possibilité de téléverser leurs données dans un portail de recherche qu'on développe aussi. C'est un projet d'ailleurs qui est avec Simon Girard là, du département des sciences fondamentales. Et donc de téléverser leurs données en leur disant qu'ils vont ainsi contribuer à mieux connaître le patrimoine, le bassin génétique de la population québécoise. Et on leur propose aussi de rentrer leurs données familiales, là, parents, grands-parents, qui nous permettent, nous, à Balzac, de venir les accrocher aux données dont on dispose dans le fichier de population et comme ça de reconstruire leur généalogie. Et comme ça, les chercheurs peuvent faire des travaux sur les deux types de données. Merci beaucoup, Hélène. Vous avez un parcours très, très intéressant. Merci d'avoir répondu à nos questions pour les femmes en sciences. Merci beaucoup de m'avoir invitée.